Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Nous sommes mercredi 14 octobre. Nous serons ensemble jusqu'à 10 h du matin avec les rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir Hamid Belkacem dans un tout petit moment. Dans sa rubrique Environnement, il sera accompagné d'un invité, le directeur des études de l'Agence spatiale algérienne. Et oui, nous allons recevoir ce directeur pour parler donc de la prévention des catastrophes naturelles. C'était la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Nous allons voir quel est le rôle justement de l'Agence spatiale d'aide à la décision en matière de prévention des catastrophes naturelles. Il nous en dira plus tout à l'heure sur notre plateau. Nous aurons également la rubrique Mosaïque avec Nassiba Djaïdir. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur l'artiste peintre plasticien Abdelrahman Aïdoud. Elle lui a consacré d'ailleurs un reportage et un portrait. On verra avec elle donc toute son actualité. Et puis, on fera un gros plan aussi sur Octobre Rose. Vous le savez, depuis le début donc, de ce mois, nous avons énormément parlé donc, de la prise en charge du cancer du sein. Nous allons continuer à le faire avec notre invitée, la vice-présidente de l'association Le Fudj pour la lutte contre le cancer. Nous aurons le plaisir d'être ensemble avec elle et parler bien sûr de tout ce qu'ils font pour éradiquer cette pathologie. Nous aurons aussi par téléphone une dame qui s'est toujours battue pour la santé des femmes. Il s'agit de Madame Mounia, plus connue sous le nom de Madame Mounia. Il s'agit de Madame Segni, Madame Gawaou Zakia, qui, elle, a écrit un livre, justement, qui rassemble des témoignages de ces femmes qui ont souffert donc, de cette pathologie, cancer du sein, et en plus souffert de l'abandon de leur conjoint. Nous allons développer toute cette thématique avec elle. Par téléphone, elle nous parlera de son ouvrage, premier roman, Passion en tumulte, tout à l'heure avec elle au téléphone. Et puis, on aura aussi à faire un gros plan sur l'usine Fipec Plast. Donc, ils construisent des embarcations. Nous aurons avec eux à voir un reportage signé Samira Hadjahmar. Elle s'est déplacée et elle nous a fait un reportage concernant cette entreprise. Et le directeur, le PDG sera parmi nous, ainsi que le directeur général donc, de cette entreprise. Ils viendront nous parler donc, de leurs perspectives. Et puis, on terminera l'émission, bien évidemment, avec l'actualité sportive qui a marqué la soirée d'hier. Et oui, le match Algérie-Mexique avec Smaïl Belkhadia, il sera sur notre plateau pour tout décortiquer pour nous. Et pour ceux qui ne connaissent le football, tant mieux. Ceux qui ne connaissent pas le football, eh bien, ils seront là avec Smaïl Belkhadia. Il donnera tous les détails de ce beau match. Et oui, 20e victoire donc, de l'équipe algérienne nationale. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment. On va tout de suite céder la parole à Amel Haribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors, on va parler du match ou bien de la météo ce matin? Personnellement, j'ai pas vu le match. Oh, quel dommage. J'ai su le score, mais j'ai pas Et suivi. vous avez suivi cette effervescence entre du tout. J'ai pas vu les collègues, tout le monde. Oui, en les parle. collègues, oui. Et par contre, j'ai zappé et j'ai vu le score. D'accord, vous étiez content. Oui. On aurait bien aimé gagner, bien sûr. Mais ça a été un très beau match. D'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que vous m'avez dit, apparemment vous l'avez suivi. Très bien, on va en parler tout à l'heure en détail avec Smaïl Belkhadia. Et en attendant, on va voir s'il va faire beau ou chaud. Il va faire très beau. Ce matin. Ouais. Allez-y. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura du vent et Météo Algérie a émis une vigilance jaune vent sur les régions de l'ouest et l'est du pays. Des vents qui avoisinent les 50 km/h. Et pour le temps, eh bien on aura un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Avec toutefois le ciel qui deviendra de plus en plus nuageux, mais en soirée sur les régions de l'ouest qui peuvent donner quelques faibles pluies en soirée. Et le ciel aussi deviendra passagèrement nuageux, et cette fois-ci en fin d'après-midi et soirée sur le centre et l'est, qui peuvent engendrer quelques averses parfois orageuses. La moitié sud, rien à signaler, excepté quelques voiles vers l'extrême sud et tout au long des frontières algéro-maliennes, le Hégard et le Tassili, avec des soularmes de sable cette fois-ci vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables, avec toutefois un maximum de 28 degrés du côté de Tlemcen, 27 à Oran, 23 à Relizane, 25 à Alger Tizi Ouzou, 27 à Annaba, 24 Constantine Djelfa, 25 à Albayot, 23 degrés à Batna. Au sud, eh bien, on relèvera 28 degrés seulement à Biskra, 32 Gardaïa à Béchar, 34 à Manrasset et Janet, 33 à Ilizi, 38 à Insalah, 39 à Adrar et enfin 41 degrés le maximum Borj Beji Mokhtar et In Gzem. La mer, durant cette journée, eh bien, on aura une mer plutôt agitée sur les
côtes centre et ouest du pays, mais peu agité sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 30 km/h sur les côtes est, 30 à 40 km/h sur les côtes centre de secteur ouest à nord-ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes ouest de secteur ouest à sud-ouest. Et on va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord où le ciel restera passagèrement nuageux à Vancouver, Montréal, de la pluie prévue à Mexico, peu nuageux par contre à Miami. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Le mercure affichera 15 degrés à Montréal, 22 à New York, 23 degrés à Washington, 32 Dallas, 25 à Mexico et le maximum cette fois-ci en Californie avec 34 degrés. Voilà, je vous souhaite une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup C'est moi Amel. que merci. Vous savez que grâce à l'agence spatiale, nous sommes diffusés. Grâce à l'agence spatiale, les prévisions aussi météo sont analysées et surtout grâce à cela, on peut intervenir. On va en parler dans un moment avec notre invité, le directeur donc, de l'agence spatiale algérienne. Merci beaucoup Amel. Suivez notre programme. Vous allez bien sûr suivre attentivement. Surtout l'environnement. Voilà, parce que s'il pleut, automatiquement, ça va avoir une incidence directe sur notre environnement. Voilà, on vous dit bonne journée. Également, Amel. Et à tout à l'heure, midi et 19h pour d'autres bulletins météo. On va vous laisser avec une belle chanson. On vous laisse repartir en musique avec Hamidou qui nous
J'espère que ça vous a mis en forme de bon matin, cette belle chanson de Hamidou, pour accueillir comme il se doit Hamid Belkacem comme chaque mercredi matin. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. L'environnement va bien? Plus ou moins, hein. Notre invité va nous dire un peu le contraire. Hein, parce il prend de l'altitude pour en parler. Il prend de l'altitude pour en parler. Alors, nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler de cette journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. C'était célébré hier, c'est cela. Aujourd'hui, on revient sur cette information, sur cette journée plutôt. Cette journée, en fait, c'est important parce qu'il y a un bureau spécialisé au niveau des Nations Unies. C'est le bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes naturelles qui, il y a 48 heures à peine, a remis son dernier rapport qui fait état d'une grande activité liée aux catastrophes naturelles qui ont doublé, passant de 3600 à pratiquement 7000 catastrophes les 20 dernières années. Entre les années, j'allais dire 90 et les années 2000, ça a fortement augmenté. Il y a un impact d'abord humain, près d'1,2 million 1,2 million morts dus aux catastrophes naturelles, les millions de personnes déplacées dues aux catastrophes naturelles, plus de 3 000 milliards de dollars de dégâts. Donc à un moment donné, il faudrait aller un peu plus dans l'acte préventif, donc il faut faire de la prévention, et qui mieux que l'Agence spatiale algérienne pour s'élever au-dessus de tous les problèmes et regarder la Terre et le territoire à partir de l'espace. Exactement. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Fethi Ben Hamouda. Bonjour et bienvenue. Vous êtes donc le directeur d'études au niveau de l'Agence spatiale algérienne. Marhaba bik. Alors, on a grâce à vous, comme le disait Hamid Belkacem tout à l'heure, on est diffusé. Grâce à vous, on peut aussi observer donc le déplacement, donc tout ça par satellite. Vous nous disiez tout à l'heure, parmi les bienfaits donc, de ce confinement, c'était de voir au moins la Terre propre, pas de pollution. Juste, effectivement. Merci encore une fois pour votre invitation. Effectivement, donc l'outil spatial est un moyen qui nous permet de diagnostiquer l'environnement d'une manière générale. Comme je pense il y a quelqu'un de très célèbre qui avait dit un jour, si on fait des technologies spatiales et si on part à l'espace, c'est pour mieux regarder la Terre. Donc si on fait tout ça, c'est pour observer, vérifier, analyser ce qui se passe. Donc effectivement, donc la période de confinement a permis, grâce aux satellites d'un certain nombre de pays très avancés, notamment donc, européens, de constater qu'effectivement, qu'en termes de pollution, il y avait une réduction très importante, notamment au niveau des grandes agglomérations, comme au niveau d'Algérie, à Alger par exemple, ou l'ouest à Oran, où on a vu qu'il y a une véritable réduction en termes de pollution. Ça, c'était l'un des... Un peu plus à l'ouest, un peu plus du côté d'Oran, donc la réduction a été notable. Sur l'ensemble du territoire national, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. C'est qu'il y avait un constat de réduction extraordinaire, consistante. Maintenant, ça reprend plus ou moins, mais c'est pas autant que si on compare les analyses comparatives qui sont réalisées ici et là, indiquent que ça repart un peu à la hausse, mais c'est pas aussi important que la période avant. Et les avions, bien sûr, n'ont pas encore repris, donc c'est pour ça. Absolument. Voilà. Absolument. Oui. Je voulais juste dire qu'il y a deux grandes familles de satellites finalement. Il y a les satellites de télécommunication qui servent pour la téléphonie mobile, pour la radio et télédiffusion, mais il y a surtout les satellites d'observation de la Terre. Juste. Effectivement, donc il y a au moins, on va dire, si on réfléchit en termes de filières, il y a la filière télécom, il y a la filière observation de la Terre, il y a aussi une troisième filière qui est une filière de positionnement par satellite. Oui, les GPS. Donc, absolument, les GPS, les Galileo, les GLONASS pour les Russes, etc. Donc et chacune des catégories travaille à des altitudes particulières. Donc en général, l'observation de la Terre, comme les 5 satellites algériens, travaillent à des altitudes entre 500 et 650 km. Pour le positionnement par satellite, GPS et consorts travaillent à plus de 20 000 km. Et enfin, les télécommunications qui, eux, sont plutôt autour de 36 000 km. Voilà. Les satellites algériens, il y a plusieurs d'observation. Ils sont au nombre de 5 satellites d'observation. Vous observez quoi? Alors, c'est essentiellement des satellites d'observation de la Terre qui sont dédiés essentiellement à la cartographie. Donc, la cartographie, d'une manière générale, qu'elle soit thématique d'abord, donc toutes les thématiques possibles, occupation de sol, suivi des changements, toute forme de changement, cartographie agricole et évidemment suivi des phénomènes de type désertification, etc. Ah, très bien. Ça veut dire que, si je suis votre raisonnement, M. Belhamouda,
cartographier le sol. Ça veut dire qu'on peut aller du côté du cheminement de l'oued Seybouz, superposer des images, voir le degré d'humidité, j'imagine, et on peut savoir avoir une cartographie des zones inondables. On peut, l'outil satellitaire peut être une sorte d'outil d'aide à la décision pour dire à la direction de l'urbanisme de Annaba, attention, c'est une zone inondable, vous ne pouvez pas ériger un projet ADL ou LPP là-dessus. Exactement. Vous avez en plus utilisé un terme que nous adorons, c'est un outil d'aide à la décision. C'est pas la décision. Donc c'est l'aide à la décision. C'est-à-dire que les systèmes spatiaux permettent d'avoir des analyses objectives d'une situation donnée et qui permettrait aux décideurs d'avoir l'éclairage nécessaire pour prendre la décision. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc déjà, le mot outil veut dire quelque chose de très précis. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est plus physique et donc moins, on va dire, moins théorique. Donc c'est quelque chose qui est concrète, qui est issu d'une analyse objective, qui donne une idée précise à un instant T précis. Parce que là, c'est vrai que le côté statique ou dynamique joue son rôle très important, d'où l'idée d'avoir des constellations. C'est pour ça que, par exemple, pour Al-Sad 2, nous avons une mini-constellation de 2 satellites qui permet justement de réduire le temps de couverture. De temps de suivi d'un phénomène. Donc, au lieu de rester jusqu'à 3 jours pour avoir une observation, on aura au moins une image par jour, une image tous les 2 jours. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir aux problématiques des inondations, là, c'est quelque chose... Voilà, on peut avoir les images de prise de... Ça, c'est les images satellitaires donc, du satellite Al-Sad 2, donc les satellites algériens. Donc, ça, c'est plutôt l'événement, donc, hélas, de Gherdaya, oui, du 30 septembre 2008. Vous avez les différentes couleurs qui indiquent les hauteurs d'eau qui ont été observées. Et grâce aux analyses faites à partir de terrain, de GPS et un certain nombre d'observations, ça nous permet de pouvoir donner une idée précise sur l'événement. Donc là, c'était au moment des événements. Ça, c'est une cartographie qui a été faite en 2008 où on voit que sur le lit mineur, il y avait des hauteurs d'eau qui dépassaient 7 mètres de hauteur. 7 mètres. Oui. Donc, à partir de l'espace, on peut estimer la hauteur d'eau d'un oued en crue. Non, ce n'était pas à partir de l'espace dans ce cas de figure. Oui, non. Ici, c'est à partir d'observations. Donc, c'est des mesures qui ont été faites grâce à des observations de terrain aussi. Parce qu'il y avait des laisses crues. Donc, il y a des traces, des laisses crues. Donc, c'est des traces qui sont laissées par les eaux. Et à partir de là, donc, les équipes de l'ASAL ont inventé toutes les laisses crues qui ont été qui sont observables au niveau de la région, et à partir de là on reconstitue l'événement pluvieux du 30 septembre 2008, et à partir de là donc on a eu, vous avez eu la cartographie que vous avez sous les yeux. Ça, c'est le travail qui a été fait au moment des événements. Et aussi ça, c'est plutôt des études, des simulations donc qui a été faite sur le Oued Boudouaou, donc dans la ville de Boumerdas. Exact. Donc il donne une idée sur les zones inondables en fonction des débits. Donc en fonction de selon que les simulations qui sont faites, les simulations hydrauliques qui sont faites en fonction des donc les débits, etc. Donc les débits de crue. Ça c'est le billet. Oui, c'est le 1er octobre. Là vous avez en rouge, c'est ce qu'on a observé sur les images là. Là, ça c'est sur les images. Donc, toujours Alcomsat. C'est Al-Sad 2. Al-Sad 2A. Oui, Al-Sad 2A. À l'époque, il avait à peine une année, donc, parce que le lancement a eu lieu le 12 juillet 2010. Donc vous avez en rouge les zones on a identifié les zones. Donc là, par imagerie, on arrive à identifier les zones de l'étendue de l'inondation. Donc là, c'est sûr. Maintenant, après, vous avez des impacts où on a mesuré les dégâts occasionnés, notamment les parcelles brisées, plus le pont. Ensuite, et aussi, avec des images de très haute résolution, on a pu mesurer la longueur de mur où il n'a pas où c'est brisé, parce qu'il y avait l'oued de Fa a été protégé par des murs. Or il y avait il y avait en moins là on avait la précision, c'est 193 mètres de mur qui a été pratiquement cassé. La précision est de taille. Absolument. Donc ça c'est l'imagerie à très haute résolution est capable de mesurer ce type d'impact, les dégâts occasionnés des inondations. C'est du direct, à partir exclusivement de l'imagerie satellitaire. C'est magnifique. Ça veut dire qu'à partir de l'espace, à partir des techniciens de l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, grâce à Alcom 2, Al-Sad 2 pour la haute résolution et Al-Sad MB maintenant pour la moyenne résolution, pour 10 mètres. Le 2A ou le MB, on peut diriger, orienter les équipes de secours à terre. Parce que
J'imagine que la wilaya d'Al-Bayad est très très vaste. C'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Il faut aller précisément là où le besoin se fait sentir. Urgent, bien Exactement. C'est ce qui a été fait, pas à Al-Bayad, parce qu'en fait, l'événement a été trop rapide. Et les dégâts, mis à part les dégâts, les eaux ont vite disparu. En revanche, à Gherdaya, en 2008, là, nous avons fourni à la Direction générale de la protection civile une cartographie relativement précise avec des images récentes qui leur a permis de se déployer sur le terrain pour aller justement sur et un gain de temps énorme. Absolument. Voilà, là, c'est vrai qu'en 2008. Alors, je vous avais posé tout à l'heure la question, qu'est-ce qu'il faut comme étude pour pouvoir donc accéder à cette agence spatiale, hein. Et c'est vrai que c'est très important parce que quand on voit des photos comme ça, satellitaires, il est impératif de pouvoir les identifier, puis surtout pour pouvoir aussi les comprendre et les interpréter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous avez des éléments pluridisciplinaires aussi. Absolument. On a besoin de tout le monde. Tout un effort. Tout le monde. Vous avez le côté technologique pour l'aspect satellitaire, pour le satellite lui-même. Vous avez l'aspect traitement numérique d'images, donc des informaticiens qui sont spécialisés dans le traitement, l'analyse des images. Et vous avez les gens qui sont des photo-interprètes, des analystes d'images. Ouais, des photo-interprètes qui permettent justement d'orienter. Et c'est très souvent une discussion très intéressante entre, on va dire, celui qui a le profil informaticien ou l'analyste d'images et le thématicien, ce qu'on appelle nous les thématiciens, qui entre eux peuvent s'échanger pour améliorer un process qui devant les conduire à une meilleure interprétation, à une interprétation beaucoup plus fine et surtout quantifiable. Parce que très souvent, même si on interprète d'une manière qualitative un phénomène, le plus important c'est le quantifier aussi. C'est pour ça que le dialogue entre les deux est permanent et sans lequel on ne peut pas affiner les résultats d'une cartographie. On va faire une demande en direct à notre directeur général de rediffuser l'émission juste après la proclamation des résultats du baccalauréat. Ça va peut-être donner des vocations aux meilleurs. Hein, exactement. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il y aura les résultats. Donc j'espère que ça va faire naître des vocations. Voilà, c'est intéressant en tout cas de pouvoir agir comme ça dans la rapidité. Alors, vous avez eu à subir peut-être des moments d'urgence, d'extrême urgence pour pouvoir aussi transmettre l'information en temps réel. Bien sûr. C'était surtout 2008. Je pense qu'il y a une très bonne expérience, l'événement, parce que, hélas, douloureux, parce que vous avez plus d'une trentaine de morts. Donc, à Gherdaya, exactement. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu, on a très peu de temps, donc nous avons pu mobiliser l'ensemble de nos équipes et les ressources, notamment satellitaires, pour mettre à la disposition des services de secours et des responsables locaux l'ensemble des données et informations qui leur permettaient d'avoir une situation précise de l'état de la catastrophe. Vous savez qu'en plus on a dépêché nos ingénieurs qui ont pris des mesures aussi GPS pour qu'on puisse avoir affiné la correction géométrique de nos images, pour qu'on puisse avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui s'est passé réellement. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail très important qui a permis de, par la suite, faire le travail qu'on a fait 5 ans après, qui était la carte des risques. Voilà. Parce que là, après, on a établi la carte complété, on va dire, la carte des risques, parce qu'en fait, les services hydrauliques de la wilaya de Gherdaya avaient déjà un travail qui était réalisé. Nous, avec l'outil spatial, nous avions affiné le travail en leur fournissant des cartes de risque de l'ensemble de la vallée du Mzab. Voilà. Donc, quand il y a, par exemple, énormément de précipitations, vous êtes préparé avec, bien sûr, l'agence aussi donc, de météorologie, le centre de météorologie aussi, qui vous annonce peut-être un BMS spécial. Oui, bon, les BMS sont pris en compte, sont intégrés dans la mise en œuvre, dans les mécanismes de la préparation à une catastrophe, à une éventuelle catastrophe, comme vous le dites. Mais très souvent, les BMS ne suffisent pas. Parce qu'en fait, on a besoin de précision. On a un bel exemple, je ne sais pas s'il y a des images sur l'événement pluvieux je pense que c'était 30 juillet 2018, 30 juillet, c'est ça, 2018, 30-31 juillet, à Ingzem. Là, c'est un phénomène assez particulier parce que vous avez des précipitations très importantes, un volume très important de pluie qui s'est abattu sur cette région. Et là, je pense que c'est ces images-là. C'est celle-là, exactement. Là, on voit l'étendue, tout ce qui est bleu, l'étendue des dégâts. Bon, c'est vrai que
autant d'eau en plein désert. Absolument. Exact. Donc là, il y avait des quantités immenses de pluie, des précipitations qui étaient pratiquement importantes, mais par les spécialistes que nous avons au niveau de l'agence, ils ont plutôt travaillé, ils sont encore, ils essaient de mettre en œuvre des stratégies d'intervention en utilisant des données météorologiques, notamment, mais avec des pas beaucoup plus fins pour pouvoir justement aller dans le détail. Parce que très souvent, quand vous dites, Donc par une exemple... marge, réduire la marge. Oui, au mais quand maximum. vous avez une information qu'il va pleuvoir à Tamnaraset, vous avez... C'est là, c'est vous voyez ce que je vaste. veux dire? Donc, si vous n'avez pas les moyens de suivre l'événement pluvieux avec des moyens de satellites, notamment de type météorologique, en plus de ceux qui sont que nos collègues de l'Office national de la météo utilisent, vous ne pourrez pas avoir des détails très précis. Parce que il faut des stations précises qui mesurent cette masse pluvieuse qui s'abat sur une région. Et c'est là où c'est important de combiner donc là l'imagerie météorologique. Elle est classée observation de la Terre, je vous rassure. C'est un outil satellitaire. Absolument. Donc c'est un outil satellitaire qui permet, mais avec des pas très petits, qui nous permettent de situer avec précision sur quelle région, sur quel territoire va s'abattre ce cumul de pluie. C'est là où on a besoin des collègues de l'Office national de la météo pour qu'ils affinent leur modèle, qui va avoir pour conséquence un affinement en termes de préparation à la réaction éventuellement sur des territoires qui sont vulnérables. Parce que dans le cas de Ngizem, la ville, on sait très bien, elle est classée par le ministère des Ressources en eau dans le cadre de la stratégie qui a été mise en place par ce secteur en matière de lutte contre les inondations, comme c'est un site à très haut risque. Elle est dans une cuvette. Exactement. En matière de prévention, justement, pour la réduction des risques, vous avez une cartographie. On va parler juste des inondations. Après, le service après-vente, il est fait par qui? Qui doit agir pour dire on ne peut pas construire ici et tout? Les rapports ne sont pas toujours évidents. Dans le cadre, si on reste sur les inondations, il y a dans la stratégie qui a été mise en œuvre par le ministère des Ressources en eau, ils ont défini donc ce qu'ils appellent les sites prioritaires à très haut risque. Et en même temps, ce qui est important, c'était une nécessité et une obligation de mettre en place des plans de prévention du risque inondation. C'est dans ce cadre, avec l'AGIR, donc l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau, qu'on fait un travail pour justement essayer de mettre en place ces PPRI. Et ces PPRI, vous avez le volet technique, cartographique, mais vous avez le côté aussi juridique, etc. Donc, parce que notre travail, nous, c'est vrai qu'on s'occupe du volet cartographique avec une image très précise, à très haute résolution, et un modèle numérique d'élévation et un modèle numérique de terrain qui permettent d'avoir avec précision le lumineur, le limageur, les ouvrages d'art qui sont indispensables, qui sont très souvent, hélas, qui jouent le rôle de goulot d'étranglement qui à l'origine des déversements, etc. C'est pour ça que dans le portefeuille des données indispensables à la mise en œuvre de ces plans de prévention, le levé topographique de tous les ouvrages d'art est très important. Et c'est le travail qui est en cours de réalisation avec le chef de file qui est en fait l'AGIR, et donc on espère être à la hauteur pour terminer ce travail très important. En tout cas, c'est très intéressant. Et puis, comme le dit Hamid, j'espère que ça va donner des vocations à ceux qui auront réussi leur bac, et pouvoir s'intéresser de plus près à cette agence spatiale. Et puis, on va bientôt célébrer l'anniversaire d'un des satellites récemment, qui a 3 ans, qui aura 3 ans d'âge, donc Alcomsat. Voilà. J'espère qu'il y en aura un deuxième, ce sera le 11 décembre. Le 11 décembre. 11 décembre, on va avoir fêté le 3e bougie de Alcomsat. Absolument, c'est la troisième année de vie en orbite, donc tout se passe comme il se doit. Nominalement, les activités sont menées dans le meilleur des règles, donc à ce moment-là, on est très contents. Et lequel satellite, Alcomsat 1, peut venir en aide? Vous savez, lorsque l'infrastructure télécom qui est basée à terre vient à être inondée
aux victimes d'un séisme, c'est en général le satellite qui prend le relais pour assurer une coordination satellitaire des télécoms. C'est l'une des missions principales en fait, c'est assurer la continuité des services télécoms. Voilà, parler longuement. On va parler 11 décembre, on prend rendez-vous déjà 11 décembre. Catastrophes naturelles, tremblements de terre, les feux de forêt également. Mais là, on a voulu donc parler des inondations parce que bien sûr, c'est la saison et il faudra faire attention. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle Fethi Ben Hamouda, vous êtes directeur d'études au niveau de l'Agence spatiale algérienne. Merci encore une fois. À très bientôt. Bon courage pour tout ce que vous faites. Et Hamid Belkacem, bien sûr, on se retrouvera dès mercredi prochain. Merci pour cette thématique. Voilà. Et on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Faria Hamdi. Elle a rencontré pour nous ce jeune artiste, jeune Walid Tiguewart. Suivez le reportage, on se retrouve juste après. Il est jeune, dynamique et talentueux. Étudiant en génie civil, spécialiste dans l'art plastique et la peinture. Comment cet artiste peintre vit-il le confinement pendant cette crise sanitaire? J'ai commencé le dessin à l'âge de 8 ans avec mon père. C'est un architecte de formation. Donc il dessinait des plans et tout. J'ai essayé de produire les plans et tout. Donc le dessin alors après la peinture, j'étais autodidacte. J'ai fait la première exposition avec M. Khlan, autodidacte art. Donc c'était ma première expo. Après j'ai eu l'honneur de connaître M. Laraba, c'est un grand maître de la peinture algérienne. Donc j'ai suivi des cours avec lui pendant 6 ans à Agdak. Bon, on est confiné, mais on est à jour avec la peinture avec les dessins avec parce que j'ai préparé mon mémoire en septembre, Inch'Allah. Donc حاجة ما حبستني. On est confiné, mais كل واحد هذه الدنيا. Donc كل واحد يدير واش مكتب له. Des instants, des moments simples qui lui font prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Une créativité à toute épreuve et une ingéniosité sans pareil sont les meilleures œuvres que de nombreux artistes peintres ont réalisées en cette période de confinement. Walid Tiguewart, ce jeune artiste peintre autodidacte, raconte sa vie et son travail en cette crise sanitaire. La culture algérienne est très riche. Donc mon souhait le plus cher, c'est de transmettre la culture algérienne à ma génération. C'est mon souhait le plus cher. Donc je transmets les huiles, la casbah, la mérouti. Donc les amis la culture d'Yana parce qu'elle est très vaste. Les choix des couleurs, elle حسب le temps d'Yana. Donc, comme tu fais la baie d'Alger, le blanc, le bleu, le mauve, il y a des couleurs ils t'attirent pour le dessin, pour le tableau. Walid, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, que j'ai découvert, que j'ai connu il y a 6 ans. Donc ça fait 6 ans déjà. Il a participé à un concours que j'avais organisé en 2016. 2016, c'est ça 2016. Un concours autodidacte art. C'est un concours pour encourager les jeunes artistes comme Walid. Son travail, Walid il est excellent parce qu'il touche un peu à tout. Il fait du cubisme, il passe à l'orientalisme. Il est un peu aussi comme moi, il touche un peu à tout. Et maintenant, il est passé complètement à l'oriental, quoi. Là, quand vous voyez ce tableau, il représente un mausolée avec de la peinture à l'huile. Voilà. Walid, et à travers ses œuvres, nous emmène dans de beaux endroits reposants, aux couleurs vives, aux lumières et aux paysages magiques. Un beau reportage signé Faria Hamdi. Donc on va accueillir, pour rester dans la même thématique des arts plastiques, Nessiba Jaïdir. Bonjour. Bonjour Emel, bonjour à vous tous. Comment ça va? Ça va, un peu triste ce matin. J'ai appris la mauvaise nouvelle
Mounia Halimi Fernani, l'artiste peintre, nous a quittés. Une artiste peintre qui Oui, nous elle est quitte. partie très jeune. Allah yarhamha. C'est une artiste qu'on a eu l'occasion, Amel, de recevoir à plusieurs Sur reprises. nos plateaux, oui. Voilà, plusieurs reprises. On va peut-être dans un petit moment, ben voilà, Voilà. on est en train de voir sa photo. Voilà, on présente Là, c'est lors toutes nos d'une condoléances exposition à au Palais de la Culture. la famille. Donc, Voilà, je me joins à vous pour présenter mes sincères condoléances à son mari, ses enfants et toute sa famille. C'est une artiste que j'ai connue, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans des expos collectives, individuelles. Elle est architecte de formation, la yarhama, et de profession. Et elle s'est consacrée les dernières années à sa passion, pratiquement. Elle a travaillé pendant quelques années dans des bureaux d'études d'architecture et d'urbanisme. Elle a fait les Paux, elle est passée par les Paux. Et là, elle a commencé par le vitrail. Ma première rencontre avec elle, c'était dans son atelier. Oui. Son support de prédilection, c'était le verre. Bien qu'elle voulait faire de la céramique, mais elle avait quelques difficultés à trouver un four, un atelier équipé pour, etc. Mais par la suite, elle a fait une formation en céramique et elle a pu aussi, elle aspirait vraiment à faire de la céramique. Et elle a commencé, elle a terminé par exposer des objets en céramique à plusieurs reprises lors d'expos collectives. Elle était passionnée, hein. Très passionnée. D'ailleurs, elle a par ce qu'elle faisait. Elle a consacré toutes ces dernières années à sa passion, à son art. Hein. Elle travaillait à la maison, elle exposait un peu partout. La dernière fois où elle avait exposé, c'était à la galerie Téveste. Hein. J'avais filmé ses objets. Bon, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Puis elle exposait, au moment où on est parti avec l'équipe, elle était arrivée, donc on ne s'est pas croisés. Mais elle exposait, elle était fidèle au Palais de la Culture. Chaque année, Fermdan. Comme il y avait une expo permanente, vous avez dû visiter à plusieurs reprises, elle était toujours présente. Elle avait son petit stand et puis elle exposait ses objets et elle donnait libre cours à sa créativité. Voilà. Et c'est toujours triste de voir donc nos artistes s'en aller comme ça. Oui, et elle est partie si jeune, hein, très jeune. Voilà, alors vous allez parler d'un autre artiste ce matin, un artiste qui a aussi fait ses preuves. Il enseigne aux Beaux-Arts. Tout à fait, Amel. Il s'agit de Abdelrahman Aïdoud. Qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Il est artiste plasticien, professeur à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger et il anime et dirige une galerie dans son quartier, donc là où il habite. Il travaille, il a sa petite galerie. On a passé quelques petits moments avec lui. Il a un parcours riche, imposant, diversifié. Peut-être un petit aperçu, si vous permettez, par rapport à son parcours, si on peut le retracer. C'est tellement riche. Il a fait tellement de choses durant toutes ces années. Sa carrière. Voilà, toute sa carrière professionnelle et rythmée par de nombreuses expositions. Il en a formé des jeunes. Il en a formé. Il continue aussi à former. Il est professeur de dessin, peinture et gravure à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Cette école où il a étudié et enseigné. Et il continue à enseigner. Alors tout jeune, à l'âge de 8 ans, il avait toujours sa gouache en main, ses crayons de couleur, il dessinait, il avait beaucoup d'aptitudes, il était tout bambin, très doué, tout jeune, il était très doué au dessin, à la peinture. Et cette passion, cet amour pour la peinture, le dessin, ont guidé ses pas vers l'école régionale des Beaux-Arts de Constantine. Il a passé pratiquement une année, il a fait ses débuts dans cette école, à Constantine, sa ville natale. Ensuite, il est venu sur Alger et il a étudié pendant quelques années, 5-6 ans. Il a fréquenté notamment l'atelier de Misli. Et à l'époque, il y avait le directeur, il y avait Yilles, qui dirigeait aussi cette prestigieuse école. Et il est parti compléter ses connaissances à Rome. Mais avant, il a fait une année de langue à Perugia, Pérouse. Une année de langue italienne, il a fait l'apprentissage de la langue italienne et il a étudié dans cette prestigieuse Académie des Beaux-Arts en Italie, à Rome plus précisément. Ensuite, retour en Algérie où il a enseigné d'abord dans un premier temps il a été recruté comme assistant. Ensuite, il a eu son magistère en 2006. Et il a continué à enseigner, il a formé, comme vous le dites si bien, plusieurs générations d'artistes peintres, tout à fait. Et il a exposé à plusieurs reprises, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, des expositions
personnel et collectif. Il faisait partie du groupe Présence, qui était très dynamique, et ils ont exposé un peu partout, en Algérie, à l'étranger. Il a participé à des salons nationaux des arts consacrés aux arts plastiques, aussi bien enfin, à travers plusieurs régions d'Algérie. Il a participé à plusieurs biennales, il a marqué sa présence. Il a été aussi primé, récompensé lors de biennales consacrées à la gravure, aussi bien à Rome et dans d'autres pays. Voilà. Donc en tout cas, un très beau parcours, très beau parcours, très riche. Et c'est un artiste très prolifique. Il est très présent dans des expos personnelles, collectives. Et je suppose qu'avec l'emplacement de sa galerie, sa galerie doit être souvent visitée par ces jeunes artistes. Absolument. Eh ben oui, surtout les beaux-artistes. Hein. Il n'expose pas uniquement ses œuvres d'art. Hein. D'ailleurs, il expose les œuvres d'art d'autres artistes. Il encourage énormément les jeunes talents. Voilà. Et c'est une famille d'artistes en fait. Hein. C'est ça. Sa femme Anissa Zarroqi, qui est prof de sculpture à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger, et son fils Yassine Aïdoud. Tout à fait. Alors on va voir sans plus tarder justement le travail de Monsieur Aïdoud, notre artiste choisi aujourd'hui à travers cette belle rencontre que vous lui avez donc consacrée. Et puis il est d'une humilité extraordinaire, d'une humilité et d'une modestie, je tiens à le dire. Parfait. Vraiment extraordinaire. On le salue d'ici même de ce studio et on suit le guide qui est aujourd'hui Nassiba Djaidir. On y va. En cette matinée d'automne, on prend le temps de s'attabler. S'attabler pour siroter un café et bien démarrer la journée. Avant de rejoindre sa galerie d'art et son lieu de travail, Abdelrahman Aïdoud prend le temps de discuter avec son fils. Le boulevard Karim Belkacem, ex-Télémni, c'est son quartier. Il y habite et travaille. Dans sa petite galerie, il partage sa passion pour l'art. Ce plasticien expose quelques-unes de ses œuvres d'art et celles d'autres artistes. Nous sommes déjà à la 7e année dans cette galerie. Ça fait quand même un bout de chemin assez important. Nous travaillons à l'aise, nous avons des visites régulièrement, que ce soit de jeunes ou d'adultes. Nous sommes là pour les informer, que ce soit des gens avertis ou non avertis. Nous sommes sur un boulevard, c'est un peu petit mais c'est pas grave. Nous sommes à proximité aussi de 2, 3, 4 galeries ici au Télémni. Nous sommes à côté de 2 musées, donc c'est un îlot quand même culturel assez important qui permet aux gens, quand ils viennent voir une exposition, il y a d'autres choses encore à voir dans d'autres espaces. Sa profession et sa culture artistique l'ont amené à ouvrir cet espace. Un espace d'exposition qui se veut comme une véritable passerelle entre l'artiste, le visiteur de passage, les amateurs d'art ou les collectionneurs. Ils sont nombreux à lui confier leurs travaux. Des travaux que Aïdoud met en regard pour une meilleure visibilité. En fonction du calendrier, la galerie a bien entendu ses objectifs et sa ligne artistique. Les expositions, ça se construit et ça demande du temps. Sur le plan culturel, nous essayons de diffuser ce qu'il y a à diffuser et qui pourrait intéresser tout le monde. Nous avons une grande variété comme ça de peinture, d'artistes, la peinture algérienne. Il y en a qui font du semi-figuratif, et il y en a qui font du moderne, et il y en a qui font aussi de l'abstraction. Donc nous, en quelque sorte, nous sommes sensibles à tout style. L'essentiel que ce soit plus ou moins bien fait, disons, qui répond aux attentes des gens. Dans cet espace, on trouve des œuvres signées par plusieurs générations d'artistes. Riches en couleurs, des œuvres qui en disent long sur leur sensibilité. Contrastée et variée, une exposition représentant plusieurs styles et techniques.
À chacun son expression et son mode d'évasion. Dans ce champ thématique et créatif, il y a toute une gestuelle en action. Aïdoud met en regard ses œuvres d'art où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des œuvres d'art qui nous plongent dans l'univers de chacun de ces artistes. Dans cette galerie et l'ambiance qui s'en dégage, des artistes au parcours riche et diversifié. La majorité des artistes peintres qui sont là, en général, ils ont 37 ans. Voilà, donc nous essayons de favoriser ces artistes qui viennent nous voir aussi, qu'on connaît, ça aussi il faut le dire. On connaît non seulement leur itinéraire, leur démarche, mais aussi le sérieux. C'est généralement des artistes qui sont préoccupés et soucieux de leur profession ou de leur métier. Donc c'est pour cela que nous insistons pour qu'il y ait toujours, ou pour recruter comme ça au niveau de la grille, des gens quand même qui travaillent, qui produisent, voilà, et qui essayent d'enrichir la société. Direction à présent, l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, une école où il a étudié et enseigne depuis de longues années. Toujours disponible et ouvert à toutes les questions, Abdelrahman Aïdoud est très apprécié par les étudiants. C'est toujours un réel plaisir que d'échanger des idées avec leurs professeurs de gravure et de dessin. En attendant de le suivre prochainement en salle de cours, souhaitons-lui une bonne année universitaire. Voilà, c'est un beau voyage. Et comme vous le disiez si bien, c'est vrai que c'est un personnage avec plein d'humilité, très modeste. Absolument, on a plaisir à le rencontrer, discuter avec lui. Et puis, on apprend beaucoup de choses aussi. Oui, alors en salle de cours, il y aura aussi beaucoup de choses à découvrir. Absolument, prochainement en salle de cours avec Aïdoud, puisqu'il enseigne la gravure et la peinture. Très bien. Et peut-être aussi avec d'autres professeurs, Inch'Allah, on compte aller leur rendre visite de temps à autre. Ça sera la suite du reportage. Absolument. On aura l'occasion donc de le voir bien sûr en situation avec ses étudiants. Oui. Comment est-ce que justement se fait l'enseignement au niveau donc des Beaux-Arts d'Alger? Absolument, il y a beaucoup de partage aussi avec ses étudiants. On l'a vu dans la cour. Et il est là et très attentif et très à l'écoute de ses étudiants, tout autant que son épouse Anissa Zarouri, qui enseigne la sculpture aussi, qui a fait aussi ses études en Italie. Je vous le disais, c'est une famille d'artistes. Alors, il y a la petite galerie, on a vu, dans le quartier, il habite au boulevard Klim Belkacem, ex-Télémy. Il y a le musée des antiquités, il y a d'autres galeries, il y a sa petite galerie, un petit espace, mais on l'a vu dans le reportage. Très riche, et il y a de très beaux tableaux d'ailleurs. Tout à fait. Et puis il y a l'école, il partage son temps donc entre la galerie, l'école. Là, c'est une œuvre signée par son épouse, Anissa Zarouri. Et donc elle expose aussi dans sa galerie à côté d'autres artistes, puisqu'il l'a dit dans le reportage, il encourage aussi les jeunes talents. On a vu, c'est une expo contrastée, plusieurs expressions. Et là, c'est une œuvre de Aïdoud. Et c'est l'artiste aux multiples facettes, comme l'a si bien dit Bouamama. D'ailleurs, si vous permettez, je vais lire un petit passage rapidement. Les méandres d'un tel parcours ont successivement mené l'artiste vers des rivages aussi divers que le surréalisme, l'art géométrique, le constructivisme, l'expressionnisme semi-figuratif, l'expressionnisme abstrait, l'expressionnisme semi-figuratif, et l'abstraction plus ou moins intégrale. Au fil des périodes, les thèmes se succèdent. Justement, les thèmes se succèdent au fil des périodes. Il y a des thèmes, beaucoup de thèmes, et il est très amoureux aussi du Grand Sud algérien. Et il a consacré son mémoire, on le sait, aux gravures et peintures rupestres du Tassili. Alors, ce que dit Bouamama dans un de ses textes, au fil des périodes, les thèmes se succèdent et ne se ressemblent pas. Cette diversité n'exclut pas l'unité. Et c'est là que réside le tour de force de Aïdoud, peintre
aux multiples facettes. Ben, bravo, merci beaucoup pour cette belle découverte et cette lecture. On est en train de voir d'ailleurs ces tableaux et donc l'ensemble de son travail. Mustafa Bouamama, qui a dirigé aussi l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, qui a enseigné aussi l'histoire de l'art dans cette prestigieuse école. Très bien, merci beaucoup Nassiba pour tous ces détails. Et puis en tout cas, une belle lecture et un bel hommage à notre artiste, Monsieur Haïdoud, qu'on salue d'ici même. Merci Nassiba, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Bon courage à vous et puis on continuera bien sûr à parler des artistes. Eh bien, tout de suite, on fait un gros plan sur Octobre Rose, tout de suite avec notre invité. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage, le dépistage du cancer du sein. C'est un reportage qui est signé Walid Yousfi. On se retrouve juste après. Cancer du sein, une maladie qui peut être fatale si elle n'est pas traitée à temps. En Algérie, des dizaines de milliers de cas sont enregistrés chaque année. Et pourtant, la plupart pourrait être évité grâce au dépistage précoce. Quand l'examen mammaire se fait et qu'on trouve une induration anormale, il est déjà trop tard. D'où l'importance de faire le dépistage précoce. Outre l'âge et l'hérédité, l'obésité est elle aussi un facteur qui favorise l'apparition du cancer du sein. L'obésité peut provoquer le cancer et plus particulièrement le cancer du sein. Vous vous demandez sûrement comment l'obésité peut provoquer tout cela. Eh bien, une personne obèse est une personne qui est en surcharge pondérale. Toute cette graisse se transforme en hormone, l'œstrogène, sachant que le cancer du sein est hormonodépendant. Quand il y a un surplus d'hormones, il y a un risque très important de cancer du sein. Près d'une femme sur 8 est atteinte du cancer du sein. Les spécialistes recommandent de faire une mammographie tous les 2 ans pour les femmes de plus de 40 ans, rappelant ainsi l'importance du dépistage précoce, un moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Sur le plateau donc, du Bonjour d'Algérie, nous avons, donc, comme je l'ai annoncé ce matin, Anissa Schwitter qui est avec nous, la vice-présidente de l'association El Fetch de lutte contre le cancer. Marhaba bik, bonjour. Salmek et merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté surtout cette invitation. Je sais qu'en ce moment, ça travaille énormément, vous travaillez tout au long de l'année, mais durant Octobre Rose, c'est bien sûr plus de travail, plus de communication, plus de médiatisation autour donc, de cette pathologie, cancer du sein, un cancer qui touche énormément de femmes à travers le monde. Oui, c'est un cancer qui réalise actuellement une épidémie mondiale. Et actuellement, en Algérie, nous comptabilisons plus de 10 000 cas nouveaux par an et une vingtaine de cas chez l'homme. Il n'en est pas exclu. Exactement, c'est ce qu'on avait toujours annoncé. Voilà. Et malheureusement, près de la moitié des cas en décèdent. Donc, chez nous en tout cas. Donc, notre objectif du point de vue médical en Algérie, c'est de rejoindre les résultats mondiaux et surtout européens qui montrent actuellement que plus de 80% des femmes en guérissent. Oui, heureusement, à condition que ça soit donc pris à temps, dépisté à temps. Que l'on explique aux femmes et qu'on les engage à participer à un diagnostic précoce, qu'on mène, on mène avec nous les campagnes médicales pour qu'à chaque consultation, que ce soit chez la sage-femme ou le médecin généraliste, pour n'importe quelle cause, un examen des seins soit réalisé et qu'on apprenne aux femmes comment faire leur examen des seins soi-même, faire donc de l'auto-examen, l'autopalpation et l'examination une fois par mois à partir de 40 ans au moins. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que depuis donc cette médiatisation autour de Octobre Rose, ces dernières années, les femmes ont changé de comportement ? Oui, nous avons noté quand même un changement important. Les femmes, d'abord, prennent soin de leur corps et elles ont compris que c'est un cancer qui ne peut pas être évité complètement, mais c'est un cancer dont on peut réduire la survenue en changeant nos modes de vie. Éviter, par exemple, l'excès de poids, puisque les graisses vont être transformées par le corps en œstrogène, et le cancer du sein est œstrogénodépendant. Donc, elles mangent mieux, elles s'alimentent mieux, elles savent qu'il faut
enfin on leur dit et on leur passe le message de manger moins de gras, moins d'huile, et surtout les huiles brûlées, donc faire moins de friture. Oui, oui. Voilà. C'est difficile aujourd'hui de demander justement à ces femmes qui sont quelquefois des femmes au foyer de faire des repas riches et qui sont exigeants aujourd'hui notre culture. Équilibrés. Oui, il faut travailler sur l'équilibre. Il faut faire des repas équilibrés en amenant beaucoup de légumes et revenir un peu à nos origines. On mangeait beaucoup de légumes c'est vrai. Et de céréales chez nous. Moins de viande. Moins de viande, beaucoup de légumes. Des fruits, des éléments frais, bien choisis. Et je pense qu'on est assez riche dans ce domaine dans notre pays. Il faut savoir les utiliser. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà. Alors, il faut rappeler que vous êtes aussi la présidente de la commission médicale. Oui. Alors là, vous travaillez sur le terrain depuis de nombreuses années. Vous êtes donc cancérologue. Vous connaissez sur le bout des doigts donc ces cancers-là qui sont de plus en plus, qui font de plus en plus parler d'eux, parce que c'est aujourd'hui peut-être l'effet de la mondialisation. Je ne sais pas, la malbouffe, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, le cancer fait toujours aussi peur? Je pense qu'il faut dédramatiser. Le cancer fait peur, certes, mais il fait peur surtout, il faut expliquer aux gens, par nos médiatisations, par nos relations patients et soignants et malades, que le cancer n'est pas toujours une maladie qui tue. Oui. Voilà. Il faut donc laisser une pointe rose, surtout pendant ce mois rose, et dire c'est une maladie comme une autre. Ce qui est embêtant ou gênant au plus, c'est que c'est une maladie qui est traitée lourdement. Oui. Avec des effets secondaires. Voilà. Et donc, il y a un tunnel noir par lequel le patient doit passer. Et on doit l'aider psychologiquement. Et notre association fait partie des groupes d'aide psychologique, de groupes de parole. Exactement. On vous a reçu à maintes reprises sur nos plateaux pour voir et quantifier le travail considérable que vous faisiez au quotidien. On aide les patientes à passer ce cap. Et il faut qu'elles sachent qu'après passer ce cap, elles vont aller bien et peut-être mieux qu'avant. Et actuellement, l'association aussi travaille sur le fait qu'il faut apprendre aux femmes après la maladie à se réinsérer, à reprendre des activités normales, voire meilleures, parce qu'elles seront mieux comprises. Oui. Alors c'est très difficile et on voit aussi un changement de comportement chez certaines femmes. C'est vrai que c'est une maladie qui touche aussi à la féminité de la femme. Donc quand il y a ablation du sein, c'est aussi une déchirure pour la femme. Une femme qui va aussi voir par les traitements qui sont souvent donnés à cette femme, donc le changement aussi physique, la perte de cheveux. Donc ça aussi, c'est un autre traumatisme pour la femme. C'est le tunnel par lequel elle doit passer. Mais cependant, il faut savoir que le message qu'on doit donner aux femmes aujourd'hui, c'est que le traitement peut être moins lourd. À une seule condition, c'est qu'on doit découvrir le cancer à un stade précoce. C'est ça. Et donc, si il est découvert à un stade précoce, on ne fait pas l'ablation du sein, on ne fait que l'ablation de la tumeur, avec plus ou moins un curage axillaire, c'est-à-dire chercher les ganglions axillaires, mais le traitement est moins mutilant. C'est cela. Exactement. Et ça, c'est très important. Tout à fait. Il faut qu'elles sachent aussi, et ça on leur explique, qu'actuellement, les médications de deuxième et de troisième ligne amènent des guérisons assez importantes. Très bien. À une condition, que le cancer soit diagnostiqué précocement. Exactement. Et que le moral aussi suive. Bon. Alors, vous êtes avec nous. Vous Maintenant, savez que le moral, pour qu'il suive, il faut l'aide psychologique des associations. Et un accompagnement. Et de l'entourage. De l'entourage, c'est très important. On va parler de ce côté-là, justement, l'accompagnement de l'entourage. Et une dame qui se bat au quotidien depuis donc de nombreuses années, qui est aussi à la tête d'une association, l'association Mounia. Elle est avec nous d'ailleurs, Madame Mounia, qui est connue à travers les médias. Aussi, elle a fait un travail journalistique. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, sur cela, sur cette thématique. Madame Mounia, bonjour. Bonjour, Annette. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors, vous êtes connue sous le nom pseudonyme Mounia. C'est Madame Gawaou Segni, Zakia, marhababik. Vous aussi, vous vous battez contre une maladie en ce moment. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous avez toujours été combative et combattante. Vous avez toujours accompagné les femmes pour
toutes sortes donc de combats au quotidien, que ce soit la maladie, les associations ou le mal-être dans la société. Et là, vous venez d'écrire un livre, premier roman, Passion en tumulte. Vous avez rassemblé énormément de témoignages de femmes qui se sont vues donc abandonnées par leur entourage après un cancer. Oui, alors c'était quand j'étais à l'Authentique et je m'occupais d'une page en fait du courrier des lecteurs. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient atteintes du cancer du sein qui s'étaient adressées à moi. Pourquoi? Parce que quand elles ont su qu'elles avaient un cancer, il y avait leur mari ou parfois même leurs enfants, les décès tombaient. Oui. Beaucoup d'entre elles, enfin moi, toutes celles que j'ai accompagnées en tout cas, dès que leur mari a su qu'elles devaient faire l'ablation du sein, je précise que dans les années 2000, il y avait beaucoup d'ablations du sein parce que quand les femmes consultaient, le cancer était déjà avancé. Donc la solution la plus radicale, c'était l'ablation. À l'époque, maintenant c'est vrai que la médecine a avancé, mais à l'époque, les femmes que j'ai accompagnées, elles avaient fait l'ablation d'un sein ou de deux seins. Et ça, c'est un énorme... Oui. Pardon? Ça, c'est un énorme choc pour justement la personne et la patiente. C'est-à-dire, ça fait partie aussi, quand on est bien entouré, d'un processus aussi de guérison important. Ah oui, très, très important. Très important. Pourquoi elles se sont adressées à moi justement? Parce qu'elles se sentaient prises au dépourvu, elles se sentaient perdues, elles n'avaient personne pour les accompagner. Il y en avait une, elle m'avait dit, il y en avait plusieurs, elle me disait, Madame, mon mari, quand il me voit avec mon crâne dégarni, il vomit devant moi sans aucune gêne. Oui. Sans aucune gêne. Et ça, c'était affreux, affreux, affreux. Elles ont beaucoup souffert du comportement de leur mari et même de leur fils. Exactement. Il y en avait un de l'intérieur du pays qui m'avait dit à moi personnellement, alors que sa mère était à côté allongée dans un lit, il m'avait dit c'est terrible. C'est des témoignages terribles. Donc, vous avez voulu raconter cette souffrance des femmes à travers ce roman que vous avez édité donc, aux éditions Naïd. C'est un sujet qui est traité pour la première fois en Algérie, donc le traitement du cancer, passion en tumulte. En tout cas, vous avez toujours eu ce message d'espoir et on a voulu que vous soyez parmi nous ce matin par téléphone pour continuer ce message d'espoir. Ah oui, merci. D'ailleurs, l'histoire du roman, c'est une neurochirurgienne qui est atteinte du cancer du sein. Elle fait l'objet d'une ablation. Son fiancé, en fait, son petit ami, est neurochirurgien aussi, et il l'abandonne quand il ne va même pas la voir à l'hôpital. Ouais. Je l'ai choisi comme neurochirurgienne parce que je voulais dire aux lecteurs et aux lectrices que ça pouvait arriver à n'importe qui. Exactement. C'est pas choisi, c'est pas précis, c'est pas une catégorie de personnes Tout à fait. Bien choisies. En tout cas, et le roman se termine très bien. C'est une happy end parce que je veux donner toujours de l'espoir aux femmes comme toujours. Qui souffrent ou bien aux gens qui souffrent. Il y a toujours de l'espoir. D'ailleurs, mon héroïne, elle tombe même enceinte. Eh ben, c'est parfait. Après l'ablation du sein, après avoir été abandonnée par son fiancé. Très bien. Oui. Voilà. Alors, c'est un livre qu'on recommande vivement donc aux lecteurs et surtout à nos téléspectateurs ce matin. Madame Mounia, merci beaucoup. On n'aura pas beaucoup de temps pour continuer à parler donc, de l'ensemble de vos travaux. En tout cas, bonne chance à vous, bonne santé et au plaisir donc, de vous avoir sur notre plateau, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Voilà, on a eu un témoignage donc, de cette dame qui, elle aussi, se bat contre la maladie, mais qui a ce message d'espoir pour toutes ces dames qui Bien aussi souffrent de cancer. Oui, mais le message d'espoir est à donner par l'association également, et elle le donne en disant que le cancer ne tue pas, oui. Qu'on s'en sort très bien, à une condition, c'est d'avoir une vie équilibrée,
une alimentation équilibrée, de faire du sport, de se faire plaisir. Exactement. De se faire plaisir au quotidien. Oui. Et le cancer est imprévisible. Tout le monde peut être atteint. Exactement. Et donc, faire attention à son corps, examiner, faire l'autopalpation, se faire examiner chaque fois qu'on va chez un médecin. Oui. Et puis, notre rôle aussi, c'est de former les médecins généralistes pour les amener à prendre en charge ces patientes avec un bon rapport patient. Médecin. Exactement, et un bon moral. Merci beaucoup, Anissa Schwitter. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Le Fudge, présidente de la commission médicale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup à vous. À très bientôt et bonne chance pour ce que vous faites. Merci. Voilà, on continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samira Hadjahmar. Gros plan sur cette entreprise, Fipec Plast Usine, donc au niveau de Schleuf, les embarcations de pêche. On se retrouve juste après avec nos invités. À peine 50 km du port de commerce de Ténès, dans la zone industrielle de Wetzli, Fipex Plast active depuis 21 ans dans la fabrication, entre autres, des embarcations de pêche et de plaisance. Le cycle de fabrication il compose de trois phases. La projection du gel coat, la certification, ensuite la finition. En fait, il faut lisser la pièce, avoir les caractéristiques mécaniques réelles pour sa résistance du point de vue qualité. Du moulage contrôlé au gel coat, étape où la couleur de l'embarcation est appliquée à la carte, à l'étuvage et à la stratification, nous voici plongés dans le cœur des métiers de Fipex Plast. Service conception, le service très concerné, puisque c'est l'endroit où il nie le produit. هنا يجي خطرات نكري un embarque, on demande au client avec un schéma. parce que حنا ما نخدموش غير le produit standard, نخدموا les barques les produits standards تاعنا ونخدموا لي كوموند سبيسيال. باسكو لي كوموند سبيسيال كي يجي لي مبارك باسكو حنا كيما لا بارك عندنا في 480 عندنا افيك كيسون عندنا 100 كيسون. هذو كاع لي دوموند تاع لي كليون. كاين لي كليون اللي يجي يقول لك لا بارك تاعي دير لي فيها دي ريزيرفاسيون بور فير ان باراسول و بور فيكسي البالونغر تاعي ولا عندنا توش كي دوموند نخدمو هنا يخدم. Une embarcation de 480 du premier poste de gel coat à la finition, c'est en général 3 jours. Mais le cycle, on peut arriver jusqu'à 6 barques à 7 barques suivant la demande de notre clientèle. On peut modifier notre planning, notre horaire de travail. حنا نخدموا مع لي طا مع لي بريفي حتى البحاره انديفيديال اللي يجوا نخدموا معاهم. ما عندناش بار اكزومبل نقولوا لازم ان كليون سبيسيال ولا نخدموا مع تو الموند تو سكي الجيريان ونترافيو افيك. Nationale a des difficultés à répondre à la demande de la clientèle dans un marché en pleine expansion. On ne peut pas construire des hors-de-bord puisque ça coûte. Nous voulons construire 4 ou 5 ومن بعد تحطيهم en stock. On ne peut pas puisque on a la matière, le problème تاعنا la matière première. La matière première مع كوفيد les frontières مبلعين قليله بزاف. دونك ما تنجميش تخدمي دي برودوي تحطيه في الستوك ومن بعد يجيك ان كليون يقول لك نسحب باغ اكزومبل تال بارك وتال بارك تقولي له نخدموا لك مي ابي 2 موا 3 موا. سون مات دو فير سون تيسي دو فير اون بو با كونستروير ولا سي امبارك سي امبوسيبل. لو مات دو فير il marche avec la résine pour faire l'épaisseur demandé à la barque ou le tissu de verre pour un renfort plus amortir les chocs. Parce que sans tissu de verre, la barque, si vous avez un choc dans la mer, la fissure, on ne peut pas marcher. Elle s'arrête à cause de ça. Tant qu'on a le mât de verre sans tissu de verre, la fissure,
الماش. Au-delà, FIPEX, filiale du groupe industriel ENPC, ambitionne de passer du mode artisanal à l'automatique, d'ouvrir un chantier de construction navale et de s'étendre sur les 1600 km des côtes algériennes. Voilà, les produits, vous les avez vus à travers donc ce reportage. Samira Hadj Amar est partie donc à Chlef rencontrer donc toutes ces personnes qui sont qui veillent au grain, comme on dit. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Abdelhamid Sakhri. Bonjour. Sahri. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le PDG donc de l'entreprise du groupe, c'est cela, ENPC. Marhaba bik. Avec nous également Monsieur Ahmed Hassini. Bonjour. Ahmad Hassini. Ahmad Hassini. Oui. Bienvenue parmi nous. Vous êtes le directeur général de FIPEX Plast. C'est la filiale, l'une des filiales du groupe ENPC qui compte 11. Voilà, qui compte 11 filiales. 11 filiales. Alors, vous m'avez dit, c'est un secteur qui touche un petit peu, plutôt c'est des filiales qui touchent un petit peu à tous les secteurs. Le secteur du bâtiment, le secteur aussi maritime. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ben, merci. Ben, tout d'abord, je vous remercie pour nous avoir accueillis dans ce plateau de Canal Algérie. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est le groupe industriel des plastiques et caoutchouc, dont le siège est à Sétif. Donc, nous avons 11 filiales. Oui. Je ferai juste une toute petite rétrospective. Donc, l'activité plasturgie est née au niveau de la Société nationale des hydrocarbures, c'est Sonatrach. Donc, pourquoi? Parce que c'est dans la perspective d'intégration en aval de la pétrochimie. Et de là, donc, la Sonatrach avait créé 2 zones d'activité dédiées aux transformations des matières plastiques. L'une, donc, à Sétif, pour transformer des produits fabriqués par le complexe pétrochimique de Skikda. Et l'autre, c'est à Chlef, pour justement transformer les thermodurcissables, c'est les thermosets en anglais, donc produits par le complexe pétrochimique d'Arzeu. Voilà. Donc c'est stratégique, donc ça a été créé d'une manière bien claire. Donc à partir de là, après la restructuration de la Sonatrach en 1980, il y a eu naissance de l'ENPC. Voilà. Bon, je ne vais pas un peu parler des différentes étapes de restructuration. Donc, j'irai directement à dire, bon, en 2011, donc, nous avions réintégré une deuxième fois la Sonatrach. Et par la suite, on a intégré encore une fois le ministère de l'Industrie. Et actuellement, nous sommes sous la tutelle du holding ACS, Algeria Chemical Specialties. Alors, avec toutes ces justement filiales, on voit que votre produit est bien réparti sur les différents secteurs, le bâtiment, l'agriculture, etc. Est-ce que la vente se passe bien? Les produits sont facilement distribués? Ben, là, il y a une très forte concurrence. Il y a à peu près 2000 entreprises qui activent dans la plasturgie. D'accord. Donc 2000 entreprises avec un effectif d'employés de 20 000. Oui. De 20 000, donc la concurrence est rude. Quel est votre objectif justement? Et rude, sans compter bien sûr les concurrences déloyales, bon, c'est pratique, on connaît déjà. Donc sur des axes, on est compétitif, et sur d'autres, bien sûr, on ne peut pas dire on est compétitif partout. Oui. Seulement notre force réside justement dans la diversité des produits qu'on fabrique, puisqu'on touche à tous les secteurs d'activité. Exactement. L'agriculture, le transport, l'hydraulique, le bâtiment, les ports. Oui. Le transport, du chemin de fer, les véhicules. La pêche aussi, puisqu'il y a des flotteurs que vous mettez justement, au service de l'aquaculture. Voilà, on fabrique donc des embarcations, aussi des aquacoles. Oui. Donc des cages flottantes pour l'élevage halieutique. Donc actuellement nous avons très diverses et nous avons justement signé une convention entre notre tutelle qui est le holding ACS et le groupe Serport, les services au port. C'est pour la fabrication et la fourniture des appontements flottants. C'est-à-dire ces appontements flottants vont servir à optimiser les ports parce qu'il y a l'accostage des embarcations pour un peu exploiter au mieux la surface. Oui. Donc il y a un appontement pour faciliter le flux des pêcheurs, du personnel du métier et aussi pour permettre d'accoster à tout le monde, toutes les embarcations. Et puis on a vu, notre journaliste s'est déplacé au niveau de Chlef pour voir comment étaient fabriquées ces embarcations qu'on retrouve
retrouve un petit peu sur tous les ports de pêche aujourd'hui. Ce sont des embarcations qui ont une bonne qualité, rapport qualité-prix, qui sont disponibles sur le marché. Oui, ils sont disponibles. Du point de vue qualité, on n'en parle pas. C'est le client qui jugera. Pour le prix, on est aux mêmes qualités que le prix pour toutes les embarcations. D'accord. Que ce soit pour 3,40 m ou 4,80 m. On a le prix, il est étudié et on attend aux besoins de notre clientèle. Oui. Quelles sont les ventes les plus importantes durant l'année? Durant l'année, c'est le produit phare, c'est le 4,80 m. D'accord. On est en train de voir quelques images d'ailleurs. Pour le 4,80 m, parce qu'il a une très grande force pour les pêcheurs, les petits métiers. D'accord. Et c'est la demande phare de notre atelier. Très bien. Et aujourd'hui, vous avez donc des ingénieurs, des techniciens aussi qui travaillent pour l'amélioration aussi donc, de la qualité. Bon, la qualité, c'est notre objectif. C'est le quotidien de notre service de contrôle. Mais l'objectif, c'est d'ouvrir d'autres ateliers concernant pour les grandes embarcations. C'est ça l'objectif. Si on parle aussi de la pêche, on parle aussi du tourisme. On a un Saint-Mel, c'est un glisseur. C'est vrai, on n'a pas beaucoup vendu, mais on espère que tout le monde, par le biais de votre canal, que les demandes arrivent. Bien sûr, j'espère, en tout cas, avec ce reportage, avec bien sûr cette promotion pour booster aussi les ventes au niveau donc, de ces différentes filiales surtout, et pour pouvoir aussi avoir une perspective pour l'entreprise. Nouvelle perspective? Comme il y a un processus de prospective donc, engagé par le ministère de la Pêche, là nous sommes donc en phase pour répondre justement à toutes les recommandations pour donc un développement durable des filières donc, de la pêche. Et là justement nous sommes à l'écoute donc pour répondre à toutes les recommandations, par exemple pour les embarcations, pour la construction et la maintenance navale. Parce que voilà. Est-ce que vous êtes dans la récupération de par exemple, des anciennes embarcations? Plutôt la maintenance. D'accord. La réparation. Bien sûr, on peut récupérer. Donc, lorsqu'on dit maintenance, c'est en quelque sorte une récupération pour, disons, remettre à neuf, justement, l'embarcation. Donc, il y a beaucoup de choses donc, au niveau du ministère de la Pêche donc, qui vont lancer. Et nous, justement, nous sommes là, donc, à l'écoute et en phase pour répondre à toutes les recommandations. Voilà. Et bien entendu, des jeunes s'intéressent aujourd'hui à ces métiers? Ça commence, parce qu'il faut des moyens. Il faut des moyens. D'ailleurs, on a commencé à faire des embarcations depuis plus de 30 ans. Là. Voilà. Et malgré cela, donc, on n'arrive pas à écouler un volume considérable. Il faut peut-être une étude de marché, un travail. Je pense qu'il y a un manque de moyens pour les jeunes. Voilà, il y a un manque de moyens pour les jeunes. Maintenant, avec les petites start-up et tout ça, donc je pense, et avec justement les recommandations du ministère de la Pêche, je pense que ça va redémarrer. Donc ça va redémarrer. Alors quels sont donc les objectifs que vous espérez pour cette année 2020-2021 qui arrive? Toujours dans le secteur de la pêche. Dans tous les secteurs confondus, et particulièrement le secteur de la pêche. Nos objectifs, parce que dans nos axes stratégiques, c'est d'aller vers des produits les plus élaborés, des produits techniques, c'est-à-dire dans le transport, pour l'automobile, puisque déjà on est lancé dans les engins, les bus, les camions, donc c'est la filiale justement FIPEX et une autre filiale aussi Acetif, Ciplast, donc qui sont justement lancés. Et il y a aussi tout ce qui concerne le caoutchouc. Donc le caoutchouc, on compte lancer la bande transporteuse pour les carrières, les cimenteries, les flexibles hydrocarbures. Pour Naftal, par exemple, nous avons beaucoup de projets de partenariat avec Naftal. Nous avons déjà 7 filiales qui sont inscrites
pour se lancer justement dans la fourniture de beaucoup de produits avec Naftal. C'est immense. Et nous avons aussi donc dans le secteur du gaz, transport du gaz, donc nous avons été donc homologués donc pour fournir donc tout ce qui est tube de transport de gaz. Très bien. Et nous avons un autre produit que nous avons déjà lancé, c'est l'étanchéité. C'est la feuille d'étanchéité qui remplace. C'est au niveau du bâtiment. Au niveau du bâtiment. Enfin, je parle d'une manière générale pour tous les secteurs. Donc pour le bâtiment aussi, pour remplacer le produit classique qui est la feuille en aluminium, le Pax aluminium, plus le bitume. C'est pour l'isolation. Pour l'isolation des infiltrations. Il y a aussi pour les... Pour le parquet aussi oui, ça peut se faire aussi même pour le parquet, aussi pour les tunnels, les ouvrages d'art. Pour des bourbiers au sud, c'est-à-dire pour éviter les contaminations des hydrocarbures au niveau des nappes phréatiques. Et aussi pour la récupération des eaux, donc des bassins d'eau, au niveau du sud, au niveau des fermes. On touche à tous les secteurs, mais bon, puisque vous parlez de la pêche et la pêche aussi, donc nous sommes donc prêts à répondre au ministère de la Pêche. Très bien. Je continue. Oui, on termine avec ça. Pour les embarcations, parce qu'ils comptent lancer aussi des embarcations, c'est des écoles, des navires écoles, donc de 18 mètres. On est là justement pour y répondre. Pour former en même temps. Voilà, et aussi pour des embarcations pour un petit peu surveiller toute la côte algérienne, qui est de 1600 kilomètres. C'est énorme. Donc il y a une perspective vraiment... Très bien. On attend. On viendra vous voir d'ailleurs pour suivre un petit peu l'évolution de toutes ces filiales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On a pu voir grâce aussi à notre journaliste Samira comment est-ce que vous travaillez au sein de cette filiale donc de Chlef. Merci à vous. Peut-être c'est un mot de vous remercier. Juste, je peux ajouter, la filiale Fipex Plus, elle fabrique beaucoup de produits. En plus du nautique, elle est le seul fabricant en Algérie du plancher. Ce que met les véhicules utilitaires antidérapants. Juste pour ajouter ça. Voilà, merci beaucoup, bravo à vous et bon courage pour ce que vous faites. On continue notre émission, dernière ligne droite bien sûr, avant de retrouver Ismaël Belkaidia tout de suite. Voilà. Sur le plateau avec Smaïl Belkaidia, comme je l'ai dit, on a le plaisir donc de parler de l'équipe nationale. Bonjour Smaïl. Bonjour Amal. Comment ça va? Ça va, oui, très bien. Ça heureux? Va de là. Oui, très heureux parce que bien hier on a fait un grand match et ça il faut le dire, il faut le souligner, très bon match face à une grande équipe. Donc on était je crois, on devait se mettre en difficulté et c'était, je crois, le projet de Jamel Belmadi. C'est pour ça qu'il a choisi de grandes équipes. Bon, et là, je pense qu'il a été servi. Exactement. Et puis, il a pu, je crois, tenir la dragée haute à une équipe qui ne manquait de rien. Exactement. Alors, c'est vrai que l'objectif de notre sélectionneur, c'était cela. C'est d'arriver à faire peur avec une équipe puissante, une équipe qui fait parler d'elle. Et en plus, une équipe qui est... Une belle cohésion. Voilà. Alors ça, c'est l'identité qu'a donnée Jamel Belmadi à cette équipe. C'est-à-dire que, eh bien, on a vu une réaction rapide, une équipe qui ne se laisse faire, qui ne se laisse pas faire. Et tout le monde disait, bon, si l'équipe nationale est menée, comment elle va réagir? Et là, elle a montré que face à une grande équipe, il lui a pas fallu sur la planète. C'est regardez comment il prend le ballon, et voilà, et puis bon, petite feinte, et il met le ballon où il veut. C'est lui qui a voulu le placer. Et là, c'est vrai, ça, bon, c'est les applaudissements de Jamel, mais c'est vrai que c'est la prestance, c'est la classe.